8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Journée internationale de lutte contre le cancer. En ce 4 février, nous mettons l'accent sur ce mal en prolifération. Pour réduire son incidence, le dépistage précoce offre des pistes prometteuses de guérison. Nous en parlerons avec l'expert en système de santé, Dr Tayeb Hamdi. Le décryptage dominical de l'actualité de la semaine, nous le consacrons notamment aux travaux de la réunion politique pour la promotion de l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes en Afrique. Et événement organisé à Marrakech à l'initiative du Maroc et des États-Unis prône la coopération multilatérale. Le point avec notre consultant. Puis coup de projecteur sur un artiste peintre et musicien, Marwan Awinat expose ses œuvres partout dans le monde. Un univers où la mélodie caresse les couleurs pour offrir un condensé de beauté visuelle. Bonsoir, il touche les 5 continents et toutes les catégories de la population. En 2022, le cancer a touché 20 millions de personnes dans le monde. Au Maroc, plus de 63 000 nouveaux cas sont diagnostiqués au cours de la même année. Des chiffres qui laissent peu de doute sur l'ampleur de ce fléau en expansion continue. La journée internationale de lutte contre cette pathologie est l'occasion de sensibiliser, prévenir et guérir cette maladie. Le dépistage précoce demeure la mère des batailles contre cette pathologie qui n'épargne personne. Docteur Tayeb Hamdi, expert en système de santé, nous rejoint en direct depuis l'Arrache. Docteur Hamdi, bonsoir. En 2050, on s'attend à quelques 35 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde. On assiste à une véritable prolifération de cette maladie. Comment peut-on l'expliquer ? Le nombre de cas de cancer en 2022 à 20 millions de cas et en 2050 on aura 77% de plus. La démographie, certes, il est pour quelque chose puisqu'on aura une population encore plus importante, mais ça n'explique pas tout. Il y a un autre problème, c'est le vieillissement de la population dans le monde et on sait que 60% des cancers touchent les personnes qui ont plus de 65 ans. Ça ne veut pas dire que les moins jeunes, que les plus jeunes sont épargnés. Deuxièmement, il y a des facteurs de risque. Les gens s'exposent de plus en plus aux facteurs de risque, que ce soit la pollution, le tabac, l'alcool, la malnutrition, la sédentarité ou autres. Donc, ce sont tous ces éléments qui expliquent cette augmentation et sur lesquels il faut agir. Et le Maroc ne fait pas figure d'exception. Une personne sur 6 risque de développer la maladie avant l'âge de 75 ans. Quels sont les cancers les plus répandus au Maroc et quels en sont les facteurs de risque ? C'est, comme vous l'avez bien rappelé, les estimations de l'OMS pour 2022 au Maroc, les estimations de l'OMS, c'était 63 000 nouveaux cas de cancer en 2022. On a pratiquement le même schéma des cancers les plus répandus dans le monde, à savoir le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer du sein, de l'ovaire, prostate, le colorectum. Et on a les facteurs de risque. Les facteurs de risque au Maroc, d'après une étude du ministère de la Santé, on a un Marocain sur 9 adultes qui fume, donc le tabac. On a un Marocain sur 5 qui est en obésité, un Marocain sur 2 qui est en surpoids. On a, d'après les chiffres du ministère de la Santé, 28 Marocains sur 28 décès sur 100 000 habitants par pollution de l'air. Donc, on a les facteurs de risque aussi qui sont répandus dans le monde. On les retrouve également au Maroc. Et puis une tendance préoccupante interpelle actuellement les scientifiques, le corps médical, les chercheurs. Le cancer des poumons, on en parle particulièrement car on observe une hausse inquiétante de ce cancer chez les femmes. Comment vous expliquez cette prévalence ? Effectivement, il faut rappeler que le cancer du poumon était toujours le cancer le plus détecté. Mais il y a 3 ans, le cancer du sein a pris sa place. Donc, le cancer du sein a été le premier ces 3 dernières années. En 2022,
le cancer de poumon, il est revenu pour reprendre sa place. Il faut rappeler que le cancer de poumon il est toujours le cancer le plus mortel. Mais actuellement, c'est le cancer. Il a repris sa première place mondiale de cancer. C'est parce que, justement, il y a le tabac. Et surtout, l'OMS explique ça parce que il y a malheureusement une consommation de tabac de plus en plus importante, surtout en Asie, mais aussi dans tous les autres pays du Sud, où la consommation du tabac, malheureusement, ça aggrave encore les nouveaux cas et la mortalité du cancer du poumon. Donc c'est le tabac qui est derrière. Et la bonne nouvelle, docteur, c'est qu'on peut se prémunir et même prévenir les 2/3 des décès liés au cancer à travers la mise en place d'une série de pratiques préventives. Lesquelles ? Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que les 2/3 des décès du cancer sont évitables. On peut même éviter le cancer lui-même. Le tiers des cas de cancer sont évitables. Comment faire éviter le tabac, éviter l'alcool, éviter de consommer d'une manière excessive les viandes rouges et la charcuterie, éviter de consommer beaucoup de sel, avoir une alimentation équilibrée à base de fruits et légumes, avoir une activité, faire du sport, mais aussi il faut savoir aérer le domicile, le bureau, 10-15 minutes d'aération le matin et l'après-midi, ça évite la pollution des espaces. Et en plus, il y a des cancers qu'on peut éviter par la vaccination. Quand on fait notre vaccination contre papillomavirus, contre l'hépatite B, ce sont des cancers. Et d'autres cancers, ce sont des cancers qui mènent, ce sont des maladies infectieuses qui mènent malheureusement, des cancers. Et en plus, on peut éviter 1/3 des cas, même si on diagnostique le cancer, si on fait un dépistage précoce, si on fait un diagnostic précoce, ça veut dire le plus tôt possible, on peut arriver à éviter le tiers des cas des décès de cancer. Donc, le cancer, c'est vrai, il est mortel, mais ce n'est pas une fatalité. On peut l'éviter dans 1/3 des cas, on peut éviter les décès de cancer dans 2/3 des cas. Donc on peut beaucoup agir sur plusieurs facteurs pour apaiser, pour réduire son impact en attendant de le comprendre parfaitement. Agir pour éviter l'évitable, un message porteur d'espoir. Je vous remercie, Dr Taïb Hamdi, expert en système de santé. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis l'Arrache. Ce 4 février est donc l'occasion de commémorer la journée internationale de lutte contre le cancer. Ce grand mal du siècle reste l'une des principales causes de décès à l'échelle mondiale, avec un impact significatif sur la population marocaine. Le rôle majeur du dépistage précoce est au cœur d'une conférence du réseau marocain pour la défense du droit à la santé, du droit à la vie. Écoutons à ce propos la déclaration de Fatem Zahra Chlat, responsable à l'Institut de recherche en cancérologie. Elle est au micro de Abir Melouki. On est tous réunis ici présents, donc on a afin de renouveler notre engagement dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer, un engagement où on va aller vers l'avant avec le domaine de la recherche, aussi pour renforcer la prévention, renforcer les soins pour tous les patients souffrant de cette maladie redoutable, de leur donner espoir renouvelé et puis peut-être aller même vers un avenir très proche où cette maladie ne sera plus synonyme de peur, mais plutôt un signe de guérison, de résilience et d'espoir. J'espère, Inch'Allah, qu'à travers l'effort de tous les partenaires ici présents, qu'on arrivera à cet objectif ultime. Et mon intervention aujourd'hui, elle s'articule autour des grandes lignes concernant la prévention et tous les programmes de détection précoce, avec un zoom sur la détection précoce du cancer du sein et du col utérin. Les grands faits marquants de la semaine sous l'œil de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Shimi. Pour commencer, la réunion politique pour la promotion de l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes en Afrique, organisée à Marrakech à l'initiative du Maroc et des États-Unis. L'événement vise à encourager les pays du continent à soutenir l'initiative, un effort mondial durable ayant pour objectif de mettre fin à la prolifération des armes de destruction massive à travers une coopération multilatérale. Amina Alam, Hassan Mouskour, le récit est d'Oumaï Marli. Les armes de destruction massive pullulent dans les zones de combat et d'activités terroristes, en particulier dans certaines parties du continent africain minées par des conflits armés. Lutter contre le trafic de ces armes est vital pour les pays africains. C'est donc tout l'enjeu de ce conclave qui rassemble décideurs, hommes politiques et autres grandes personnalités du continent à Marrakech. L'heure est à la création d'alliances entre les États
et à la mise en place d'instruments légaux, diplomatiques et militaires pour empêcher l'acheminement de cargaisons dangereuses. Un effort mondial auquel le Maroc adhère, conformément à une vision royale prospective. Le Royaume étant un fervent défenseur de la coopération multilatérale, principalement dans ce domaine. L'engagement ferme du Royaume se manifeste à travers son adhésion aux conventions internationales sur le désarmement et la non-prolifération. Nous vivons dans un monde marqué par de profondes mutations au niveau sécuritaire africain, avec une évolution de menaces traditionnelles à des menaces émergentes, mais également l'intensification des relations entre les groupes terroristes, séparatistes et les réseaux de criminalité organisés en Afrique notamment, et le manque de coopération régionale et interrégionale entre de nombreux pays africains. L'exemple du Maroc est clair à cet égard. Il est un exemple éloquent du renforcement de la coopération entre les pays africains. Un renforcement prôné également par les États-Unis, partenaires de choix du Maroc dans ce domaine. Rabat et Washington entendent poursuivre leur partenariat fécond pour ériger l'initiative de sécurité contre la prolifération en partie intégrante du paysage sécuritaire africain. Empêcher le trafic des armes de destruction massive et leurs vecteurs est d'une importance capitale pour la préservation de la paix et de la sécurité. Les engagements comprennent entre autres l'interception de transferts depuis et vers les acteurs étatiques et non étatiques de prolifération, le développement des procédures pour mettre en place des systèmes d'échange d'informations entre les pays membres et le renforcement des capacités des autorités nationales des pays partenaires en matière d'interception et de lutte contre les menaces de prolifération. Initié en 2002, puis lancé officiellement en 2003 par un core groupe de 21 pays, la réunion politique pour la promotion de l'initiative de sécurité contre la prolifération regroupe actuellement plus de 100 pays. Un cadre de coopération multilatérale, volontaire et flexible, organisé pour la première fois dans la région. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette conférence politique s'est soldée par l'adoption par acclamation d'une déclaration conjointe Maroc-États-Unis d'Amérique. C'est un bilan clairement favorable qui signe le succès de cette réunion coprésidée par le Maroc. Coprésidée par le Maroc et les États-Unis. Les États-Unis. Alors, évidemment, un mot sur cette conférence, ça n'est pas une organisation avec des structures permanentes. C'est un cadre qui est un cadre d'échange et de rencontre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle initiative. Et elle présente au moins deux traits, me semble-t-il. Le premier trait, c'est celui de la flexibilité, c'est-à-dire que la participation est volontaire. Premier point. Deuxième trait aussi, qui est complémentaire, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire qu'on prend les dossiers au fur et à mesure qu'ils se présentent ou en fonction de l'intérêt qu'on juge utile de leur donner. Ça marche bien, ça marche bien. Il y a aujourd'hui 105 pays exactement qui participent à cette initiative. Et sur ce plan-là, le Maroc a une position pionnière. D'ailleurs, la sous-secrétaire d'État américaine, Bonnie Jenkins, l'a dit, elle a salué le rôle du Maroc, elle a salué également la vision du souverain pour ce qui est de la sécurité, du développement dans le continent, etc. Elle est coprésidée par les États-Unis et le Maroc. Vous l'avez dit, il faut le souligner. Côté américain, c'est une sous-secrétaire d'État, c'est-à-dire quand même c'est la numéro 2 du département d'État. Et côté marocain, il y a eu un discours qui a été fait par notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui d'ailleurs avait reçu à Rabat la veille de cette conférence la sous-secrétaire d'État américaine. Et la participation marocaine était assurée par un directeur de département des Affaires étrangères, en l'occurrence Redouane Hosseini, qu'on a vu sur les images. Alors, c'est une déclaration importante qui a été adoptée par acclamation, parce qu'il n'y a pas de vote. On n'est pas dans un système de vote, de pointage, d'abstention, puisque c'est le volontariat et l'adhésion à ce qui est fait. Ça porte sur quoi, la déclaration? Sur l'invitation faite aux pays africains à rejoindre encore plus cette initiative. Ça concerne également le fait d'organiser des exercices et des ateliers de formation. Et ça vise aussi à promouvoir la coopération internationale. Alors, c'est un succès au moins à deux niveaux.
D'abord, le fait que ça soit tenu, important. C'est un succès pour le Maroc, je vais y revenir. Mais il y a l'adhésion de 5 nouveaux pays. Ils sont aujourd'hui 11, ils étaient 6, vous voyez, ça a démarré, maintenant ils sont 11. Et les 5 pays, c'est la Zambie, le Ghana, le Togo, la Guinée équatoriale et le Bénin, auquel il faut ajouter 6 autres pays qui ont formulé l'intention d'adhérer prochainement, notamment ces 5 pays sont les suivants: Malawi, Guinée-Bissau, Gambie et Nigeria. C'est 4 pays plus exactement. Alors, ça travaille sur quoi? Ça travaille sur des principes qui ont été définis lors de la création de cette initiative en 2003, qu'on appelle les principes de Paris. Et le leadership marocain a été salué de nouveau par les participants, par la responsable américaine, et le Maroc a une expérience dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, contre le terrorisme, contre les groupes séparatistes, évidemment, nous savons de quoi nous parlons, les armes chimiques, etc. J'ajoute qu'il y a des agendas heureux. Il y a cette conférence qui s'est tenue à Marrakech, mais qui s'est tenue du mercredi 31 janvier au 2 février courant. Depuis le 1er février, donc depuis 3 jours, le Maroc préside le Conseil de paix et de sécurité de l'Union européenne, de l'Union africaine, pardon. Donc c'est important, il a des propositions, des réformes à promouvoir. Et ça se tient 2 semaines avant le 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc voilà une conjoncture qui est porteuse pour le Maroc, où le Maroc aura l'occasion de faire montre de son expérience et de faire un certain nombre de propositions. Et dans l'actualité diplomatique, le déplacement mercredi dernier de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, en Afrique du Sud, à l'invitation du gouvernement de ce pays. Ce voyage de Staffan de Mistura à Pretoria a été suivi d'une énergique réplique de notre ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. Quelle lecture vous en faites? La première lecture que j'en fais, pour reprendre la métaphore footballistique actuelle, c'est pas un carton jaune, c'est un carton rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet émissaire personnel, secrétaire général de l'ONU, qui est en poste depuis près de 2 ans et demi, et qui se distingue par quoi? Distingue par un voyage qu'il fait en Afrique du Sud. Enfin, il y a de quoi quand même renverser la table, si je puis dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Maroc, d'ailleurs, quelques semaines auparavant, informé de ce déplacement, avait saisi pour protester contre ce voyage auprès du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et auprès de ce même envoyé personnel, en demandant des explications sur ce voyage qui est tout à fait incongru et inexplicable. Pourquoi? Le mandat de M. Staffan de Mistura, pour ce qui est du Sahara marocain, est d'être un facilitateur. Et il a de quoi sur la table, c'est-à-dire réactiver le processus de négociation. Autour de quoi? Autour des paramètres définis par le Conseil de sécurité, notamment dans la résolution 2703 du 30 octobre dernier, qui revalidait les précédentes résolutions, on le sait, et donc engager un processus de négociation sur la base de ce format de négociation, sur la base d'un référentiel validé par le Conseil de sécurité et la majorité de la communauté internationale, c'est-à-dire la prééminence de la proposition marocaine. Vous savez, il faut le répéter, il n'y a rien d'autre sur la table. Et d'ailleurs, c'est entériné, consacré par le Conseil de sécurité. Que signifie ce voyage de M. Staffan de Mistura en Afrique du Sud? Afrique du Sud qui n'a rien à dire sur la question nationale, sinon son hostilité constante à l'endroit du Maroc en faisant de la sous-traitance ou le 1-2 avec l'Algérie, mais ça nous le savons. Et donc, il y a la matière de clarification du mandat de M. Staffan de Mistura. Notre ambassadeur aux Nations Unies, Omar Hillel, a réagi de manière énergique en demandant des éclaircissements et en s'interrogeant sur le sens de ce déplacement. Est-ce que ça veut dire une défiance à l'endroit du Maroc exprimée par l'émissaire personnel, mais il faut que ça soit dit et clarifié pour que le Maroc prenne ses responsabilités? Ou est-ce que c'est une erreur d'appréciation de ce même représentant onusien? Et ça, c'est gravissime, parce que voilà quelqu'un
qui a une longue carrière diplomatique et qui se permet ce qui peut être considéré comme une erreur d'appréciation. Pas du tout. Je crois que c'est une manœuvre évidemment sous-traitée par l'Afrique du Sud au moment où l'Algérie est membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier. Et c'est une manière de faire de la nuisance sur un dossier national qui est consacré par le Conseil de sécurité sur la base de paramètres de négociation et sur la base d'un processus de négociation. Je vous remercie, professeur Mostafa Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Direction Bruxelles pour braquer les projecteurs sur la nouvelle édition de SMAP Expo, le plus grand événement de l'immobilier marocain en Europe. Le salon revient après 6 années d'absence en raison de la pandémie. L'occasion pour les Marocains du monde de s'informer sur les nouveautés et les opportunités du secteur dont nos compatriotes du monde sont particulièrement friands. Le programme social d'aide au logement est au centre des conférences et des rencontres animées par les organisateurs. Nisrina Oustar. Une douzaine d'exposants représentant les 12 régions du royaume présentent ici une offre immobilière diversifiée, une offre reflétant la richesse et la variété du marché marocain. Les organisateurs mettent aussi en lumière le programme des directs au logement qui intervient en application des hautes directives royales. L'accent est également mis sur les normes de protection à la fois des investisseurs et des clients et sur la question du financement. Un espace important a été d'ailleurs consacré aux notaires et aux conseillers juridiques. Les Marocains du monde qui n'ont pas un logement peuvent également accéder aux aides directes lancées par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ils peuvent entamer les démarches administratives sur la plateforme dédiée à cela. Le salon se passe dans d'excellentes conditions. Il y a une grande affluence. Les Marocains du monde saluent cette initiative. Cette nouvelle édition offre une information précise destinée aux acquéreurs potentiels, les guidant à travers les démarches nécessaires, et cela pour garantir la sécurité de leurs opérations d'achat. Beaucoup de questions nous sont adressées par les clients potentiels. Cela témoigne du grand intérêt que les Marocains vouent au marché de l'immobilier. Les problèmes de financement sont les plus soulevés par les visiteurs. Je pense qu'avec le programme d'aide directe, la question sera vite résolue. Fort de plus de 26 ans d'expérience, cet événement est leader des salons immobiliers marocains hors du royaume. Il offre une plateforme unique pour les investisseurs, les professionnels de l'immobilier et le grand public. Il expose à New York et partout dans le monde. Marwan Awinat est un artiste et musicien qui raconte l'histoire de nos ancêtres, mais aussi de notre patrimoine musical marocain à travers une série de peintures sans portrait signées Abdelrahim Belchiri, Abdillah El-Chab et Maria Ouad. Des sourires, des œillades, des gestes tout en pudeur et en féminité caractérisent nos ancêtres, heureux, qui comme Ulysse ont fait un long voyage. Une nostalgie qui n'a pas échappé à Marwan Awina, peintre de la nostalgie, de l'instantanéité et du renouveau. J'aime peindre les visages de nos aînés car ils ont une présence incroyable, un regard profond et une aura toute particulière. Ils représentent la famille dans tout ce qu'elle a de sacré. De plus, les personnes âgées aiment raconter des histoires et des anecdotes à propos de leur passé. Et c'est pourquoi j'ai voulu leur rendre hommage à ma manière. C'est ça le propre de l'artiste, c'est justement de se renouveler, de oser justement aborder des sujets différents. Et puis je trouve qu'on n'est pas... c'est pas aussi différent que ça, parce qu'ils puissent toujours dans la culture marocaine, d'une façon différente. Tel un alchimiste des couleurs et des formes évanescentes, Marwan Awina s'inspire également des femmes musiciennes issues de la communauté gnawa, mais aussi de leurs tenues multicolores, de la musique visuelle et des tableaux vivants comme des scènes de vie. داك المجدوب ملي تيكون غادي حنا كنحسبوه بحال البوالي
De par leur vécu, nos aïeux ont quelque chose de mystique en eux. Une sorte de musique et de poésie habitent leur présence continuellement. On peut presque les comparer aux troupes de Gnawa ou de Issawa. D'ailleurs, je peins aussi les troupes de musique populaire de chaque région du Maroc. Chacune d'entre elles se distingue par une couleur et une posture différente. Plus qu'une simple expérience visuelle, les tableaux de Marwan Houina laissent entendre la musique des émotions, mais aussi la transe hypnotique d'une existence riche de ses plaisirs. Sport tennis, avant de clôturer ce journal, l'équipe nationale marocaine de tennis a remporté sa rencontre contre l'équipe de Chypre. Score 3-1 en Coupe Davis, qui a débuté hier dans la capitale chypriote, Nicosie. Avec cette victoire significative, notre équipe nationale assure son maintien dans le World Group 2. En cas de prochaine victoire, nous aurons l'opportunité de participer aux play-offs du World Group 1. Souhaitons bonne chance à notre équipe nationale marocaine de tennis. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de la formation est à 20h30 sur Al-Oula. Très belle soirée à tous.